on est au pied du vieux Winstein. Alors là, on est dans un secteur où, en fait, à chaque fois qu'on fait 5 km, on va tomber sur un château fort. Il y en a vraiment partout. Et c'est pas anodin, c'est qu'en fait, on est à une triple frontière. On a d'une part l'évêché de Metz d'un côté, on va avoir l'évêché de Trèves de l'autre côté, et puis l'évêché de Strasbourg au sud. Donc du coup, là, on est vraiment sur la frontière. Et en plus de ça, on est sur une frontière où on a d'un côté le Saint-Empire romain germanique, de l'autre côté la France. Et puis, donc sur un tout petit peu plus bas, on a aussi la Lorraine. Alors la Lorraine, c'est un peu compliqué parce que officiellement, ça fait partie du Saint-Empire romain germanique, mais en même temps, c'est un duché, donc du coup, il a une forme d'indépendance, c'est un petit peu flou, un peu... en même temps, de temps en temps, il se met du côté de la France, en temps du côté... Et puis, on a le comté de Lutzelbourg, qui est aussi dans le secteur, donc Lutzelbourg à côté de Phalsbourg. En fait, Lutzelbourg, c'est le sud du comté, et le nord du comté, c'est l'étang de Bérenthal, Philipsbourg, là-bas, quoi. Hein. Donc du coup, on a des frontières partout, où en fait, chacun surveille l'autre, on vérifie que l'autre, il n'empiète pas sur la frontière, qu'il ne déplace pas les bornes, Et donc du coup, on a des châteaux un peu partout. Et à chaque fois qu'on construit un château, il y a l'autre en face qui construit la même chose pour pouvoir s'équilibrer. Voilà, voilà. Et donc, à un moment donné, dans notre région, donc, nous, on est vraiment à l'ouest du Saint-Empire romain germanique. Et pourtant, c'est ici que beaucoup de choses vont se jouer. Et on a des familles qui commencent à prendre de l'importance, comme la famille d'Abo-Egisheim, par exemple. Et pour justement rééquilibrer les choses, en fait, l'empereur va faire appel à Philippe de Souabe. C'est quelqu'un qui vient de la région du Tyrol, Bavière, là-bas. Une famille d'importance qui a des hommes en armes suffisamment nombreux pour rivaliser la même taux de richesse. Et en fait, il va y avoir un jeu d'équilibre entre les deux grandes familles. Donc, au départ, ce sont des châteaux en bois. Donc, quand cette famille arrive, c'est ceux qu'on va appeler les Hohenstaufen, vont brûler les châteaux de la famille d'Egisheim, on va reconstruire en pierre, et à un moment donné, il s'avère que c'est la famille de Hohenstaufen qui va mettre quelqu'un sur le trône. Donc, les empereurs, il va y avoir plusieurs empereurs de cette famille qui vont succéder. Et de l'autre côté, dans la famille d'Abo-Egisheim, on va avoir un pape. Et donc, du coup, en gros, la famille d'Abo-Egisheim va se mettre du côté de Rome et les Hohenstaufen du côté de l'Empire, quoi. Et il y aura toujours ce côté un peu équilibre qui se met en place, quoi. Alors, au XIVe siècle, il y a un changement de paradigme dans la société. C'est-à-dire, au départ, à partir de la fin de Rome, en fait, les abbayes, qui sont un système financier, en fait, fonctionnent de mieux en mieux. Donc, ce système financier qui prône la pauvreté devient de plus en plus riche. Et quand on arrive au 19e, 10e siècle, ces abbayes deviennent tellement riches que, naturellement, elles vont attiser les convoitises. Donc, du coup, il faut les protéger. À cette époque-là, on n'a pas encore les moines soldats comme les Templiers, Donc, il faut trouver une solution pour à la fois se protéger et à la fois pas se battre contre ceux qui voudraient piquer les richesses, quoi. Et on va alors s'associer avec des nobles qui ont de l'argent, qui ont des moyens financiers pour protéger ces abbayes. C'est ce qu'on va appeler des avoués. Et en fait, ces avoués vont protéger l'abbaye contre rémunération. Donc, dans un premier temps, la plupart des contrats, c'est à peu près, ils prennent un tiers des bénéfices. Puis dans la réalité, jusqu'à ce qu'ils prennent tout, quoi. C'est pour ça qu'on a les abbayes qui se cassent la gueule, parce qu'en fait, ceux qui les protègent les pillent tellement qu'elles disparaissent, quoi. Et quand on arrive au XIVe siècle, on a vraiment un changement. C'est-à-dire, jusque-là, les artisans qui fabriquent de la richesse, c'est-à-dire qui prennent un caillou brut et qui en font un caillou de valeur, ou un menuisier qui prend un morceau de bois, qui en fait un morceau de bois de valeur, travaillent pour les abbayes, sont protégés par les avoués. Et au XIVe siècle, on apprend à fortifier les villes. Et à ce moment-là, tous ces artisans qui fabriquent la richesse se disent, finalement, je préfère être à mon compte tranquillement dans une ville. Je travaille pour moi. Je n'ai pas un curé qui me casse les burnes et puis un chevalier qui me tape dessus quand ça va pas assez vite. Je vais me mettre à mon compte. Et donc, du coup, ces nobles qui ont construit des châteaux pour protéger les abbayes se retrouvent comme des cons avec leurs châteaux. Ils ne savent plus quoi en faire, quoi. Et du coup, ils n'ont plus non plus de richesse, puisque du coup, c'est une période où les abbayes vont s'appauvrir, puisque la richesse se fait dans les villes. Et donc, du coup, même s'ils récupèrent un tiers des bénéfices, si les bénéfices baissent, pratiquement, ils ont moins d'argent. Donc, en fait, ils se reconvertissent et ils utilisent ce qu'ils ont à disposition, les châteaux, et ils se reconvertissent essentiellement dans le brigandage. Donc, il y a certains nobles, comme par exemple la famille de Ribaupierre, eux, ils comprennent le truc.
Et en fait, ils se disent, ben, si la richesse se fait dans les villes, on va faire nos propres villes, comme Ribeauvillé, qui est la ville faite par la famille de Ribeaupierre. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, ben, on va simplement faire du brigandage. Et donc, on se met entre deux villes. Et quand il y a un artisan, un vendeur, quelqu'un qui passe d'une ville à l'autre, on le capture, on le met dans notre château, et puis on demande une rançon. Et puis, voilà. Donc, ça se fait un peu comme ça. Des fois, ça se passe avec beaucoup de bruit. Des fois, c'est un petit peu... Mais... Donc là, on a des traces, en tout cas, qu'en 1307, ont été emprisonnés dans ce château des bourgeois de Strasbourg qui étaient en déplacement entre deux villes et qui ont été emprisonnés ici contre remboursement, quoi. Donc là, on pense qu'ils ont été, qu'ils ont payé la rançon parce qu'en fait, il n'y a pas eu de destruction de château, il n'y a pas eu d'attaque, quoi. Par contre, en 1332, on a de nouveau des bourgeois de Strasbourg qui sont emprisonnés. À cette époque-là, l'évêque de Strasbourg, c'est un de la famille de Lichtenberg. Donc là, c'est une famille très puissante d'Alsace. Lui, il ne se laisse pas trop faire et du coup, lui, il vient sur place parce que les évêques à cette époque-là ne faisaient pas que des orgies, hein, ils faisaient aussi des combats. C'est multitâche. Voilà. Et donc, ils viennent ici pour ouvrir le château. Alors, c'est un château, on évite de faire un siège. Souvent, on paye la rançon parce que ça revient quand même beaucoup moins cher. Parce que faire un siège sur un château comme ça, c'est très très cher, quoi. C'est parce qu'en fait, tous ces châteaux, en fait, quand on les a conçus pour que ce soit la forteresse qui s'autodéfende. C'est pas les hommes à l'intérieur qui se défendent. C'est un château comme ça. Quand on regarde l'inventaire, alors sur ce château précis, j'ai pas l'inventaire, mais souvent il y a 2 arcs, une arbalète, 3 flèches. C'est que dalle, quoi. Tout est misé sur le fait qu'en fait c'est juste imprenable, quoi. Et donc du coup, quand on fait un siège, ça prend plusieurs semaines, donc il faut payer des gens qui doivent eux-mêmes payer des chevaux, de l'armement, d'autres personnes. Enfin, donc du coup, un siège, ça revient très cher parce que c'est toujours très long. Soit on affame les gens, soit on essaye de rentrer de force, mais rentrer de force, c'est pareil, ça prend un temps fou. Enfin, et donc là, en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont venir ici pendant 10 semaines, ils vont mettre le siège, donc plus personne ne rentre, plus personne ne sort du château. Il y a des armées tout autour. Et en fait, pour rentrer dans le château, le plus simple, c'est ce château étant posé sur un rocher, on détruit le rocher, quoi. Et donc là, on fait venir des sapeurs, hein, ce qu'on fait encore dans les armées modernes, hein, on a encore des gens en sapeurs, c'est les mecs avec les grands tabliers au défilé du 14 juillet, la grande barbe, avec une hache sur le... Eux, en fait, ils viennent et ils débitent, quoi, hein. Le problème, c'est que si on va jusqu'aux murailles, les mecs, ils peuvent nous jeter des merdes, n'importe quoi, hein, des crottes, des cailloux, mais pas d'huile bouillante comme on a appris à l'école. Parce qu'en fait, l'huile bouillante, ça coûte, l'huile à cette époque-là, ça coûte très très cher. On va pas se faire chier à le faire bouillir et ensuite le jeter sur les gens, c'est ridicule, quoi. On va le faire avec du goudron, on va le faire avec de la poisse, avec de la merde, mais pas avec de l'huile, quoi, hein. Donc du coup, pour se protéger, soit on fait une rambarde en bois, une sorte de pont couvert qui permet d'aller jusqu'au château, ou alors on rentre dans la pierre et puis on va aux murailles du château. Quand on est aux murailles du château, on commence à faire des sapes, c'est-à-dire on enlève des morceaux de rocher les uns après les autres, jusqu'à ce que le château soit prêt à s'effondrer, quoi, hein. Donc là, c'est ce qu'il va faire et on va rentrer par une sape pour arriver là-haut, quoi. Et voilà, donc après, donc là, le château est quand même relativement bien détruit, on le reconstruit un peu. Mais après, il y a un autre phénomène, ça s'appelle ce qu'on appelle les Burgfrieden. C'est-à-dire, au départ, ce château a été construit pour protéger la ville de Haguenau. Puisqu'en fait, c'est les Hohenstaufen qui arrivent au pouvoir. Les Hohenstaufen prennent la ville de Haguenau et en fait en font la capitale de l'Empire, quoi. Donc ça devient une des villes les plus importantes. Donc d'où l'utilité de construire encore plus de châteaux autour de Haguenau, puisqu'il faut vraiment la protéger, quoi, hein. Et là, puisque c'est l'empereur qui décide de faire ça, il met des ministériels qui vont prendre le nom du château, qui vont s'appeler les Wittgenstein, et qui vont s'occuper de la gestion du château, quoi, hein. Ils représentent l'empereur sur le site, quoi. Et après, une fois que les villes commencent à prendre de l'importance, on a moins besoin de ces châteaux. Donc du coup, en fait, l'empereur s'en délaisse et puis les gens vont se louer le château. On va faire, moi je le loue 15 jours, moi je le loue 3 semaines, c'est des trucs à l'année, quoi, hein. Donc moi je suis propriétaire à 10%, l'autre à 15%, l'autre à... Et donc du coup, quand on en arrive à ce système-là, c'est assez compliqué dans l'entretien du château, parce que quand il y a une tour qui commence à fissurer, personne ne veut payer les travaux. Je me dis, attends, moi je suis là 10 jours par an, je vais me faire chier à réparer ta tour. Surtout qu'en plus, il y a des gens qui sont locataires, mais qui n'y viennent jamais. Parce qu'en fait, le fait de louer un château,
ça permet de s'appeler par exemple Vincent d'Aoube de Winstein. Et puis alors plus on ajoute, plus on a des titres à rallonge, et on est 2 machins, plus 2 machins, plus 2 machins, quoi. Et donc du coup les mecs ils achètent ça pour avoir des titres et pas du tout pour payer l'entretien, quoi. Donc du coup à partir du moment où on arrive, alors dans un premier temps là on a une dizaine de propriétaires, mais après il y a certains châteaux où ça augmente encore plus, et puis après ben, les châteaux beaucoup meurent de leur belle mort, quoi, hein. Maintenant après en 1515 il y a de nouveau des brigands qui se sont installés, et là le duc de Lorraine, lui c'est pas un tendre non plus, quoi, hein. Donc lui il vient, il brûle le château pour libérer les Lorrains qui sont emprisonnés dans le château. Ensuite 1525 la guerre des paysans. Alors, la guerre des paysans c'est en gros, arrive la réforme, hein. Ici il y a les chrétiens qui dépendent de Rome. Et puis, à un moment donné, Luther en fait invente un nouveau dogme. Ça vient à cause de la conquête des Amériques, puisqu'en fait, quand les Espagnols conquièrent les Amériques, surtout en Amérique du Sud, ils récupèrent les trésors d'anciens peuples comme les Mayas, où en fait il y a de l'or partout, quoi. Ils font tout en or, la moindre statuette. Et donc du coup, ils viennent avec des bateaux chargés d'or sans arrêt vers l'Espagne ou vers le Portugal. Et donc du coup, ça fait une population qui s'enrichit de manière démesurée. C'est à tel point qu'en fait, il n'y a plus personne qui sait travailler, parce qu'en fait, les gens sont tellement riches que quoi qu'il y ait à faire, mettons, il y a un chien qui chie au bord du trottoir, on ne va pas ramasser, on appelle un Français et on lui dit je te donne 10 balles et en échange, tu me ramasses la crotte. Et donc du coup, à la fin, en Espagne, il n'y a plus personne qui sait rien faire, quoi. Mais du coup, comme il y a un tel afflux d'or, en fait, automatiquement, l'or se dévalue, il perd de sa valeur, et en fait, tout commence à coûter de plus en plus cher. Donc il y a une inflation qui se met en place, vraiment phénoménale, quoi. Donc pour les Espagnols, c'est pas un problème, puisque eux, ils ont de plus en plus d'or. Par contre, plus on monte vers le nord, plus ça devient compliqué, parce que eux, ils bénéficient pas de ces apports d'or, et en même temps, l'ensemble de l'économie augmente. Donc du coup, c'est pas un hasard si la réforme se passe en Allemagne, puisqu'en fait, là, on a un pays qui historiquement est très fort, puisque c'est eux qui dirigent l'Empire, et en même temps qui souffrent de ces pénuries financières, quoi. Et donc du coup, à un moment donné, il y a Martin Luther qui remet les choses en place et qui invente la réforme, quoi. Donc cette réforme, elle rappelle les fondamentaux de l'Église. Il faut vivre dans la pauvreté, il faut le partage, Et donc, on a des paysans en Allemagne qui adhèrent aux thèses de Luther. On a la plupart des nobles y adhèrent aussi. La très haute noblesse de l'Empire y adhère. Et donc, du coup, à un moment donné, quand ces paysans disent « Ouais, mais maintenant, on a dit, tout le monde est protestant, la haute noblesse, nous, maintenant, on va partager, Et en fait, ils n'avaient pas compris que le monde meilleur, c'est après la mort, c'est pas là, maintenant, tout de suite, quoi. Mais en même temps, c'était assez compliqué pour la haute noblesse d'aller massacrer les paysans en leur disant on vient vous taper dessus parce que vous obéissez au dogme qu'on vous impose. C'est paradoxal. Par contre, le duc de Lorraine, qui est très catholique, lui, massacrer des protestants, c'est pas du tout un problème, limite un plaisir. Donc du coup, à chaque fois qu'ils ont des problèmes avec les paysans, en fait, l'Empire va faire un pacte avec le duc de Lorraine pour qu'ils viennent les massacrer. Donc il y aura les grands massacres de Saverne, Chervillers, tout ça. Et puis, du coup, quand il arrive dans le secteur, les gens se réfugient dans le château. Et puis, donc, il va mettre le feu au château, qui va mettre un peu un coup de grâce au château. Alors, je ne sais plus si après il est reconstruit ou pas. En tout cas, en 1664, il est dans les textes. En tout cas, il apparaît comme ruiné. Donc, voilà à peu près, quoi, hein. Donc, pour ceux qui sont arrivés, avec une modification, puisqu'en fait, comme dit, c'est la famille de Hohenstaufen qui arrive sur le trône de l'Empire. Et en 1250, l'empereur meurt et on n'a personne pour remplacer l'empereur. Et pendant 23 ans, il n'y aura personne à la tête de l'Empire. Donc du coup, c'est une période un petit peu bâtarde où chacun profite quand il n'y a pas de chef, chacun veut essayer de devenir chef. Et puis ça fait un méga bordel. Et du coup, on a même des familles qui se déchirent. On a une partie qui est pour l'Empire, une partie qui est pour l'Église, Et on a beaucoup de châteaux, comme là, on voit qu'il est en 2 parties, en fait. Naturellement, c'est la roche qui est en 2 parties. Et à cette période-là, donc entre 1250 et 1273, en fait, on voit qu'ils vont fortifier les 2 parties entre les 2 châteaux. Donc ça veut dire que les 2 étaient prêts à combattre l'un avec l'autre. Alors est-ce que c'est des familles, est-ce qu'ils avaient loué à quelqu'un, ça je sais plus, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de châteaux à cette période-là, quoi. On en fera un tout à l'heure, là, le Cheneck, et ça sera le même système.
je range mes fiches et puis on va passer par le chemin de Sape, alors, donc là où sont passés les sapeurs, pour être à l'abri des flèches, de tous les projectiles qu'il pouvait y avoir.